Lectrice sauvage. Lectrice sauvage. Lecture sauvage. Une lectrice boulimique. Carnivore peut-être. J'adore toucher les livres. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild. Dominique Pinon, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir à l'occasion du festival Intimité Publique, dont Reading Wild est partenaire. Et ça nous donne une magnifique occasion de partager notre podcast Stay Wild Keep Reading et de parler avec vous de vos lectures et de vos livres préférés. Alors Dominique, on a une question qui est devenue un petit peu rituelle sur Stay Wild Keep Reading, qui est: Dominique Pinon, quel lecteur êtes-vous ? Un lecteur parfois compulsif, parfois régulier. Je suis un lecteur en fait de hasard. Je n'ai jamais eu de plan de carrière en tant que comédien et je n'ai pas de plan de lecture en tant que lecteur. Je prends les livres qui me tombent sous la main, que j'achète. Chaque fois que je viens à Paris, j'ai toujours appâté par une librairie et j'achète des livres. Des livres qu'on peut me conseiller aussi, et puis des livres qu'on me fait lire. Parce que vous faites beaucoup de lectures en scène. Je fais beaucoup, depuis quelques années, je fais pas mal de lectures publiques. Et j'adore ça, parce que ça me fait découvrir justement aussi des auteurs que je ne connais pas. Et puis, j'adore beaucoup le fait de lire en public et de partager un plaisir de lecture à voix haute, à des auditeurs, spectateurs, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais c'est vrai que c'est des spectateurs aussi. Alors justement, dans l'enfance, peut-être il y a eu des premiers contacts par la lecture à voix haute. Est-ce qu'on vous lisait des histoires quand vous étiez petit ? Non, c'est moi qui lisais des histoires, parce que j'avais une grand-mère, ma grand-mère paternelle, que je n'ai connue qu'à l'été, parce qu'elle était malade, et j'étais petit, et j'allais lui faire des lectures, parce que j'ai appris à lire, j'étais un peu doué pour la lecture, je sais pas, j'ai appris à... C'est joli, oui, ce que vous racontez. À lire, et voilà. Puis j'avais toujours des premiers prix de récitation quand ça se faisait encore. Ouais. Et j'adorais ça. Peut-être ça d'ailleurs qui est à la base du métier que je fais, quoi. Je pense que c'est la base de... Enfin, un comédien... donner le texte. Lire, et... Moi, donc on ne m'a pas lu des histoires quand j'étais petit, mais c'est moi déjà qui lisais des histoires aux grands. Et alors peut-être un des premiers livres, un des premiers coups de cœur ou souvenirs d'enfant, même d'un contact très fort avec un livre. Oh, il y en a plein. Il y a les souvenirs du Club des 5. Il y a les souvenirs de Bob Moran. Ouais. Jules Verne aussi, ça c'était... je me suis évadé dans les Jules Verne, c'était extraordinaire. Et puis Tintin. Tintin, j'étais un grand lecteur de Tintin, et pas seulement de Tintin, d'ailleurs, d'autres trucs de Hergé. Comme, comment ça s'appelait, Zo, Quick et Flûte. Là, Quick. Ça, c'était génial. Qu'est-ce que vous apportez la lecture dans l'enfance c'était l'évasion, quoi. Ouais. Parce que c'est pas évident, tous les enfants n'ont pas le déclic. Oui. Tôt. Déjà, je ne sais pas, c'est une époque aussi... Sans téléphone. Sans téléphone, sans jeux vidéo, sans truc, quoi. Donc, qu'est-ce qui reste ? Il y a le cinéma, la lecture, le théâtre. J'étais à Amiens. Et Amiens, dans les années 60, c'était une ville pionnière, une maison de la culture, tout ça. Donc j'ai vu mes premiers spectacles de théâtre là-bas. Alors c'est pas une lecture, mais ça a été un choc à entendre. C'était pour moi, je sais pas, j'étais ado, je devais avoir 13-14 ans. Et notre prof d'anglais nous avait emmené voir fin de partie de Beckett à la maison de la culture d'Amiens. Et ça avait été extraordinaire. Génial.
j'avais ri, j'avais me dit tiens, putain, il y a un autre monde possible. Enfin, il y a une façon de voir le monde, quoi. Voilà. Voilà, les livres, c'est. Mais à l'époque, pour répondre à votre question, je pense que c'est avant tout une sorte de plaisir de former le cocon avec le livre et voilà, d'avoir une autre vie, de se plonger de s'identifier au narrateur ou au héros. Puis j'étais assez vite sensible au style aussi. Parce qu'il n'y a pas que l'histoire, il n'y a pas que le truc. Ouais. Et mes grands souvenirs aussi, c'est d'avoir vu Georges Brassens. Je parle toujours pas de lecture, mais c'est relié, absolument. Mon souvenir, c'était Georges Brassens, que j'ai été voir, je crois qu'il jouait à la Comédie de Picardie à l'époque. Il avait fait un récital là-bas. On ne disait pas concert, on disait un récital à l'époque. Un récital de Georges Brassens. Et c'était formidable parce que c'était comme du théâtre. C'était dans les années 60, hein, donc on ne connaissait pas toutes ces chansons, tout ça. Donc il y avait des chansons qui jouaient, qui chantaient, et les gens réagissaient comme au théâtre. C'est-à-dire qu'à une rime inattendue, tout le monde riait. Ouais, c'était génial. Ouais, mais c'est proche de ce qu'on disait sur la lecture en scène, oui. Avec le public qui réagit au texte. Oui. Mais c'est vrai que lire en public, c'est... en même temps, c'est pas difficile, quoi. On n'a pas le stress du texte puisqu'on l'a sous les yeux. Et puis on a lu le livre avant. Et puis quand le texte nous plaît, je pense que c'est assez facile de faire passer le plaisir qu'on a eu à le lire aux gens qui écoutent. Là, justement, le Chessac, vous le préparez comment ? Ça se prépare comment, une lecture en scène ? Je le lis une fois, et puis voilà. Une seule fois ? Bah oui, je sais pas. Il y a peut-être des choses plus ardues. Non, moi, ça me suffit une fois pour pas être piégé par, je sais pas, une rupture de construction ou un dans truc le comme rythme, ça. Voilà, c'est tout. Pas être surpris. Mais sinon, non, il faut pas en faire des tonnes, je crois, en lecture. Faut donner le texte. Il faut que ça coule, et puis voilà, et puis donner le plaisir surtout. Sentir qu'on a du plaisir à le faire. Et le partager. Sinon, alors, des auteurs quand même, peut-être. Il y a peut-être eu des grandes rencontres ou des auteurs... Écoutez, il y a eu Alphonse Boudard. Ouais. Parce que j'ai poursuivi sans jamais les rattraper les études de lettres. Ouais. Mais qui m'ont donné encore le goût de la lecture. Parce que j'avais des très bons profs. J'étais en fac à Poitiers. Il y avait vraiment très, très bons profs. Et en particulier, j'avais une prof j'avais un cours Proust du côté de chez Swann. Et elle était formidable. Et ça m'a donné le goût de Proust, que je n'ai toujours pas lu en entier, mais que je voudrais. On a le droit de ne pas finir Proust. J'en suis toujours resté à l'ombre des jeunes filles. C'est pas mal. Et parallèlement à ça, il y avait aussi, quand j'étais étudiant en lettres, il y avait les choses qui permettaient de contrebalancer. Et donc j'ai découvert Alphonse Boudard, qui à l'époque avait eu le prix Renaudot, avec un livre qui s'appelait La cerise, qui me faisait rire au fond de mon lit. Et en même temps, c'est des choses c'est des choses pas très gaies qu'il raconte. Hein. Parce qu'il a une vie en prison, il a une vie en Sanin. Et donc, sa vie en Sanin, je l'ai lu après, ça s'appelle une ostobiographie. Voilà, parce que c'est l'hôpital, une ostobiographie. C'est joli. Ouais. Et c'est une poésie, alors c'est très cru des fois, c'est très cru, c'est beaucoup c'est de l'argot, mais c'est tellement chouette. Et par Boudard, je suis venu à Céline aussi. Oui. Ça, c'est ce qui est magique avec la lecture. Parce que Boudard il a commencé à écrire, c'était un autodidacte. Boudard a découvert Céline, et voilà. Et ça se sent il évoque cette découverte. Il évoque cette découverte, et puis quand on lit Boudard, on sent Céline. Ça serait du Céline, comment dirais-je ? Populaire. Pas populaire. Ah, Céline, c'est pas populaire, mais du Céline moins tragique, quoi. Moins, voilà.
Donc je suis né à Céline. C'est vrai que Voyage au bout de la nuit, je pense qu'il faut lire ça dans sa vie quand même. C'est extraordinaire ce bouquin. Et puis... Vous êtes plutôt littérature française ou il y a aussi les anglo-saxons? Non, bien sûr, littérature. Je suis plus sensible à... c'est par rapport à mon parcours personnel, je suis plus sensible à la littérature anglo-saxonne. Jane Austen, j'aime beaucoup. Puis il y a des... John Fante. Alors ça, John Fante, c'était formidable. John Fante, puis alors évidemment, John Fante, on est amené à lire Bukowski. Et puis il y a un auteur aussi, il y a un livre d'un auteur qu'un ami comédien m'a fait découvrir. Un auteur pas de polar, mais de noir, vraiment, américain, qui se passe dans le vieux sud américain, Georgie, Alabama, ça se passe toujours dans ces coins, une espèce de quart-monde absolument incroyable, qui s'appelle Harry Cruz. Et il a écrit un bouquin extraordinaire qui s'appelle, moi je trouve extraordinaire, qui s'appelle La malédiction du gitan. Il y a beaucoup de gens qui se sont attaqués à ça pour en faire une adaptation cinématographique, mais le problème c'est que ce livre, le narrateur est sourd-muet. Il raconte l'histoire de son point de vue de sourd-muet. Dans ce monde, dans ce quart-monde, il est sourd-muet, il n'a pas de jambes, enfin il a tout contre lui. Et c'est un bouquin plein d'humour, de sensibilité. Ça raconte une histoire d'amour. Et puis il y a des personnages absolument incroyables. Mais, belle recommandation, ouais. Comment ? Oui, c'est vraiment un bouquin. J'aimerais bien en faire un enregistrement d'ailleurs. Oui. Vous lisez plusieurs livres en même temps ? Oui. Ça peut m'arriver, oui. Des fois, j'en lâche un, puis j'en reprends un, puis après je reviens dessus. Oui, ça peut m'arriver, oui. On parlait des écrans tout à l'heure, justement, le temps de lire. Comment vous le préservez, ce temps-là, dans nos sociétés quand même très connectées Déjà, moi, je ne suis pas... très connecté. Jamais Facebook, jamais Twitch, jamais truc. J'ai mes mails, voilà. Je lis mes mails, ça me prend déjà du temps. Donc voilà, je suis connecté. Alors je regarde la télé, j'avoue, je regarde la télé. Des fois, il y a des trucs pas mal. Mais voilà. Il y a une belle série avec vous sur France 3 ? Oui, Cassandre. J'en reviens juste. Je tournais hier il y a des choses bien à la nouvel télé, épisode. Oui. Oui, c'est des histoires qui sont bien écrites d'ailleurs. Voilà, et puis donc pour tourner Cassandre, je voyage beaucoup, je prends beaucoup le train. Et le train, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde le paysage et puis on lit. Voilà. Moi, j'ai toujours des livres avec moi. Donc on peut toujours trouver le temps de lire. Est-ce qu'avant de conclure, il y a un autre petit trésor, un bijou méconnu que vous voudriez partager avec nous, comme Harry Cruz dont on a parlé tout à l'heure ? Ce qui me vient à l'esprit, en fait, c'est une expo. Je ne sais pas pourquoi. C'est une expo au Mucem à Marseille. J'ai été faire une lecture là-bas. Ouais. Et il y a une exposition du Buffet, de peintre du Buffet. Oui. Parce que j'aime beaucoup lire aussi des catalogues d'expos, d'art, et puis les livres de photos aussi, livres de photographes. Et cette exposition est absolument magnifique, superbe. Il y a non seulement du buffet, il y a un petit tableau de Gaston Chessac d'ailleurs. Oui. Et puis il y a des écrits de Dubuffet. Ça, je pourrais conseiller par exemple ce qu'a écrit Dubuffet sur l'art et sur les musées. Voilà. C'est très 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 intéressant. Puis c'est très revigorant, c'est très vindicatif. Et ce qu'il écrit sur l'art est très bien. Moi j'adhère. Je me rappelle plus j'avais fait une lecture d'ailleurs de ce livre. Mais vous me redirez, puis je le mettrai dans le descriptif du podcast pour ceux qui nous écoutent. Où il parle de toutes ces œuvres qui gisent dans les sous-sols des musées, qui ne sont jamais montrées. Pourquoi ? Et puis toutes ces œuvres pas qu'on nous impose, mais voilà. Qu'on voit beaucoup. Alors qu'il y a plein de choses magnifiques. Il y a des trésors absolument
suffit d'aller au musée de Lausanne, le musée d'art brut à Lausanne, c'est génial. Et donc je vous conseille de... Bah oui. Il y a Gustave le chat qui vient participer. Alors, Gustave, est-ce que tu auras une lecture à conseiller? Je crois qu'il a une recommandation. Quoi? Les croquettes, comment? Non, mais merci pour cette belle recommandation. Et c'est une belle transition aussi pour conclure notre podcast. Oui. Est-ce que vous nous feriez le cadeau de nous lire justement à voix haute quelques mots de chez Sac? Absolument. Bah, je vais vous lire le début. Avec plaisir. Je vais d'abord sortir mes lunettes. Ah oui, ça va pas être difficile. Non, lunettes de soleil, c'est pas les bonnes. Oh non, je vais y arriver. Je suis né en 1910 en Bourgogne-Morvandel. J'ai eu une enfance souffreteuse. Puis une jeunesse des plus noires, car vers 16 ans, je quittais ma ville natale pour suivre ma famille qui s'installait à la campagne. Et Dieu sait que le citadin n'est pas accueilli à bras ouverts à la campagne pour y travailler, alors que le campagnard l'est à la ville. Lorsque j'ai quitté Avallon, j'ai eu un serrement de cœur dans le train qui m'emportait au loin. J'avais quitté ma mère un instant auparavant, le train m'emportait vers l'inconnu et elle restait sur le quai. Elle regardait s'éloigner. Si j'avais su où il m'emportait, mon cœur se serait serré davantage. Les années qui suivirent, je pensais à Avallon et à ses environs. J'aurais aimé les revoir, mais cela m'a passé depuis longtemps. Je n'ai plus de pays. On ne peut considérer comme tel le lieu où le hasard vous a fait naître. Il n'y a pas alors de racines assez profondes. On a véritablement un pays quand on est né où sa famille vit depuis des générations et qu'on ne quitte jamais. C'est ainsi. Je suis sans pays, sans attache, une sorte de nomade, bien malgré lui. Merci, Dominique Pinon. Et merci à vous. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.